Carl, les gens dans la rue, tu sais, d'après moi, on parle de plus de 12 millions de personnes. Bien plus que ça, en fait. C'est presque peut-être le double de la population d'Israël, les gens qui sont dehors en ce moment. Et on parle d'un petit pays, là, en Asie de l'Ouest, qui pense pouvoir attaquer qui il veut, qui pense pouvoir tuer des gens, détruire d'autres pays. Et leur argument, en gros, c'est ce que tu disais à propos de la façon dont Donald Trump ou les États-Unis ont été convaincus de lancer cette guerre. En gros, je dirais que ce genre d'information, s'il en a reçu du Moyen-Orient, vient essentiellement du Mossad et de la CIA. Le Mossad est très actif en Asie de l'Ouest et il collecte des renseignements en Iran. Donc, en réalité, il trompait tout le système pour favoriser la guerre afin d'obtenir ce que Netanyahou voulait depuis si longtemps, la guerre contre l'Iran. Je ne sais pas. Quand on parle de renseignements, quand quelque chose comme ça se produit, quelles sont les conséquences de ces actions qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on nous disait avant? Et est-ce que ça va avoir des répercussions pour ces gens-là? Is that going to bring some sort of repercussions to these people? Il faut comprendre comment fonctionne le renseignement. Quand on parle de la CIA, quand on parle du Mossad, si on regarde ceux qui ont été les plus critiques, en Israël surtout, mais aussi aux États-Unis, à propos de la guerre et de toute cette question de la bombe nucléaire en Iran, eh bien, ceux qui ont été les plus critiques, c'est justement le Mossad. Et la CIA aussi, d'ailleurs, aux États-Unis. J'ai travaillé avec les deux, et je sais que vous avez, parmi vos invités, d'anciens analystes de la CIA. J'ai travaillé avec eux à l'époque, quand j'étais... Enfin bref. Et vous savez, les analystes de la CIA ne sont pas idiots. Ils sont très bons. En fait, ils sont brillants. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en les voyant à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment fonctionne le renseignement. Dans un service de renseignement, il y a des gens qui font de l'analyse. Ce sont des personnes brillantes. D'ailleurs, elles sont recrutées pour ça. C'est pareil pour le Mossad. Ces gens-là comprennent très bien la situation, vraiment très bien, et ils produisent des évaluations solides et fiables sur ce qui se passe. Le problème, c'est que, et c'est surtout vrai pour les grandes agences de renseignement, quand on a, comme à la CIA, une structure en forme de pyramide, eh bien, la base de la pyramide, c'est tous ces experts, ces analystes, ces gens dont on n'entend jamais parler. Mais ils sont excellents. La partie supérieure de la pyramide, elle, est plus politique. Ils sont nommés à cause de leur allégeance au système, parce qu'ils sont politiquement corrects, parce qu'ils sont en phase avec le président ou avec l'administration en place. Ce qui veut dire que la base et le sommet de la pyramide ne partagent pas forcément la même vision des choses. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Moi, à l'époque de la guerre froide, je venais d'un service de renseignement minuscule, vraiment tout petit. Tellement petit qu'il n'avait pas besoin d'être politisé. Et mon homologue, c'était probablement l'un des directeurs. Enfin, oui, disons, un directeur de la CIA, quelque chose comme ça. Pas le plus haut placé, mais plutôt, disons, dans le milieu, enfin, le haut du milieu de la hiérarchie, si on veut. Mais eux, aux États-Unis, ils avaient été politisés, alors que chez nous, on restait encore dans le domaine technique. Et ça donne à un service tout petit, comme le mien, celui où j'étais à l'époque, un avantage considérable. Parce qu'on pouvait faire l'évaluation qu'on jugeait juste de faire, vraiment basée sur les faits. On ne prenait aucune considération politique dans nos analyses. Alors qu'à un certain niveau, à la CIA, il fallait forcément introduire un élément politique dans l'évaluation, ce qui veut dire qu'on la déforme d'une certaine manière. Et c'est exactement la même chose au Mossad. Exactement la même chose.
Et si vous écoutez d'anciens directeurs du Mossad, ce sont souvent eux qui se montrent les plus critiques envers la politique de Netanyahou, la politique menée contre les Palestiniens, la politique vis-à-vis de l'Iran et d'autres sujets du même ordre. Alors, ces deux institutions, et cela pourrait aussi s'appliquer à d'autres, comme la DGSE en France, le MI6 au Royaume-Uni et ainsi de suite, vous voyez l'idée. En tout cas, le problème, c'est que quand on appartient au Mossad, peu importe, et surtout si on est un agent opérationnel, c'est-à-dire pas un analyste, mais quelqu'un qui mène des opérations clandestines, ce genre de choses, on ne vous demande pas de faire ce que vous pensez. On vous demande de faire ce qu'on vous ordonne de faire. Point final. Alors bien sûr, quand la CIA ou le Mossad reçoit la mission de mener telle ou telle opération, ils doivent le faire parce que ça fait partie du système. On peut dire qu'ils pourraient démissionner ou refuser. D'accord, mais laissons ça de côté. Le fait est que, peu importe ce que les individus peuvent penser, et c'est pareil dans une armée par exemple, où certains, à un certain niveau, peuvent avoir des opinions différentes, tant qu'ils font partie du système, ils doivent faire ce que l'organisation leur demande. Et c'est pour ça qu'on a très souvent une vision faussée de ces institutions. Je ne suis pas là pour blanchir la CIA de tous ses crimes, ni quoi que ce soit du genre. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est simplement d'expliquer ce que c'est. Quand on parle du 11 septembre, par exemple, pas du 11 septembre, de l'invasion de l'Irak, la CIA s'est opposée à l'évaluation faite par Donald Rumsfeld, qui cherchait à attribuer à l'Irak la responsabilité des armes de destruction massive. Et la CIA s'y est opposée. En fait, c'est cette opposition qui a poussé Donald Rumsfeld à créer un bureau d'évaluation stratégique au sein du département de la Défense pour produire des analyses qui allaient dans le sens de ce qu'il pensait, lui. Parce qu'il ne voulait pas dépendre des évaluations de la CIA, qui affirmaient qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Donc, de l'extérieur, surtout pour ceux qui ne sont pas spécialistes, on ne perçoit pas forcément cette nuance dans la manière dont fonctionnent les services de renseignement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à cause de la personnalité de nos dirigeants, je parle des dirigeants politiques, on retrouve ça aux États-Unis avec Trump, en France avec Macron et ailleurs aussi. Ces personnes ont une telle estime d'elles-mêmes qu'elles osent passer outre ce que leur propre service de renseignement leur dit. C'est là que ça devient dangereux, parce que ça veut dire que la prise de décision ne repose plus sur un vrai processus. Or, la prise de décision, et c'est très vrai aux États-Unis, comme dans la plupart des pays d'ailleurs, était autrefois très codifiée, du moins en théorie. Il y a 30 ans ou plus, on avait un processus de décision très structuré. Avant de prendre une décision, il fallait passer par différentes étapes, où les services de renseignement apportaient leurs propres évaluations. L'idée de ce processus de décision codifiée, comme on le trouve par exemple dans l'armée, c'est justement de s'assurer que toutes les personnes qui détiennent une part du savoir, tous les acteurs du processus, soient intégrés à la décision. Aujourd'hui, comme nos dirigeants sont devenus très centrés sur eux-mêmes, ils se permettent de contourner ces procédures et de décider seuls, sans s'appuyer sur le processus. Et c'est là qu'apparaît le risque de mauvaises décisions. C'est exactement ce qui s'est produit en Iran et c'est ce qui rend la situation dangereuse. Et en Europe, on voit bien que c'est aussi une réalité. Par exemple, et il y a d'ailleurs beaucoup de rapports à ce sujet pour l'Union européenne, Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, elles prennent leurs décisions avec un tout petit nombre de conseillers, en contournant le travail réalisé par leurs propres administrations. Pourtant, dans l'Union européenne, comme partout ailleurs, il y a une administration dont le rôle est justement de préparer des analyses
pour aider à la prise de décision. Mais si vous travaillez isolé, dans votre bulle, tout en haut de votre bâtiment, entouré seulement de quelques conseillers, vous ne tenez plus compte de ce que disent les autres. Vous décidez tout seul. Et c'est là que les erreurs se produisent. C'est justement là que les erreurs peuvent coûter le plus cher, parce qu'on en fait sans même se rendre compte qu'on en fait, parce qu'il n'y a pas de vrai processus. Le rôle d'un service de renseignement et de toutes ces structures qui aident à prendre des décisions, ce n'est pas simplement de dire « les Iraniens sont mauvais, donc il faut frapper ». Ce n'est pas exactement ça. C'est aussi d'identifier les risques. Si on choisit l'option 1, on a tel et tel risque. Si on prend l'option 2, on a tel avantage, mais aussi tel et tel risque, et ainsi de suite. L'idée, c'est que quand on prend une décision, on choisit une option en connaissant les risques. Mais si personne n'est là pour identifier les risques liés à chaque décision possible, alors on se lance dans une décision sans savoir ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Vous voyez, c'est quelque chose qui aurait dû être identifié bien avant, parce que Trump avait clairement indiqué qu'il voulait faire quelque chose avec l'Iran. Il a donc eu plusieurs mois pour préparer la situation, pour préparer sa guerre et pour évaluer les risques. Quelles sont les opportunités? Où sont les dangers? Mais de toute évidence, il n'a pas fait ce calcul. Résultat, il s'est engagé dans une situation uniquement sur la base de ce que Benjamin Netanyahou lui a dit. Et Benjamin Netanyahou agit pour lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour l'humanité. Il ne travaille pas pour le monde. Il ne prête aucune attention au Moyen-Orient. Il agit simplement, et ce n'est même pas pour Israël. C'est pour sauver sa propre peau. Parce que s'il perd le pouvoir, il serait inculpé, ou il aurait un procès pour corruption, et ainsi de suite. Je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, il a besoin d'avoir la guerre. Et donc c'est ça son objectif, point final. Ce n'est même pas pour Israël, c'est pour Benjamin Netanyahou, point. Voilà le danger d'une telle situation. Cette incapacité à prendre des décisions réfléchies, à évaluer correctement à la fois les opportunités et les risques quand on s'engage dans un conflit ou dans une politique, quelle qu'elle soit. Et oui, je pense que c'est l'une des leçons à retenir. Je crois qu'il y a une autre leçon à tirer de ces funérailles. Vous venez de parler des chiffres. Vous disiez qu'à Ispahan, à Téhéran et ailleurs, il y avait dans les rues 2 ou 3 fois la population d'Israël. C'est déjà quelque chose, évidemment. Mais à la place d'un Israélien, ce qui retiendrait surtout mon attention, c'est la présence d'une délégation saoudienne. Rappelons qu'en réalité, l'Iran et l'Arabie saoudite sont en guerre. Et pourtant, une délégation saoudienne a assisté aux funérailles. Cela montre que la haine entre les deux pays n'est peut-être pas aussi profonde qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, ça montre quelque chose que j'ai déjà évoqué. La maturité de ce système politique au Moyen-Orient, comparé à ce qu'on voit en Europe, par exemple. En Europe, personne ne veut parler aux Russes. Ils sont tellement mauvais qu'on ne parle pas à Poutine. C'est une attitude un peu enfantine, surtout quand on en arrive à interdire à un arbre de participer au concours du plus bel arbre d'Europe, simplement parce qu'il est russe. Ça montre jusqu'où ça va, en Europe. Alors qu'au Moyen-Orient, c'est tout autre chose. On peut être en guerre avec un autre pays, mais en même temps, respecter le dirigeant de ce pays. Et c'est pour ça qu'on vient lui témoigner du respect. Et ça va bien au-delà du simple courage. Ici, on n'est pas dans la tête, c'est pas le cerveau qui parle, c'est le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui devrait inquiéter Israël, parce que ça montre
qu'en réalité, l'Iran n'est pas le véritable ennemi. C'est un ennemi parce que les Américains en ont décidé ainsi et parce qu'ils ont créé d'une certaine manière une situation où tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe se sont retrouvés entraînés ou poussés dans ce conflit. Mais au fond, ils ne le voulaient pas vraiment. Bien sûr, tous ces pays auraient pu dire aux États-Unis « Arrêtez d'utiliser mon territoire » ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, évidemment, les États-Unis et surtout Donald Trump sont tellement imprévisibles que probablement ces pays n'osent pas le faire. Mais en même temps, ça montre que malgré cette situation, il y a des choses qui sont au-dessus des missiles. Il y a des choses qui sont au-dessus des drones et tout ça. Et c'est ce genre de choses, quelque chose que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. On en avait parlé à plusieurs reprises, il y a quelques années, quand on discutait de la crise palestinienne du 7 octobre, quand on parlait de la mosquée Al-Aqsa et des questions liées au mont du Temple, à Jérusalem, qui peuvent concerner toute la communauté musulmane. Et les tensions autour du mont du Temple n'ont pas diminué. Tu veux dire l'endroit où ils veulent construire le troisième temple? Le troisième temple de Salomon. Oui, c'est bien ça. Et ces Israéliens, ces extrémistes israéliens, ont déjà déclaré qu'ils étaient prêts à détruire la mosquée qui se trouve là, la mosquée Al-Aqsa. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Palestiniens ont appelé leur opération « Déluge d'Al-Aqsa ». Il y a un lien direct. Mais cela montre aussi qu'Israël est en train de jouer avec le feu au Moyen-Orient. Et même si, aujourd'hui, à cause de la pression exercée par les États-Unis, il existe des tensions entre l'Iran et ses voisins. Si on retirait les États-Unis de l'équation, la situation serait beaucoup plus stable. Et cette situation, au lieu d'inciter Israël à se concentrer davantage sur la diplomatie, devrait au contraire le pousser à renouer le dialogue avec tous ces pays, à essayer d'entretenir des relations normales avec l'ensemble de ses voisins. En réalité, Israël compte sur les États-Unis pour faire le travail à sa place. Et vous vous souvenez peut-être que l'une des conditions évoquées par Trump aux pays du Conseil de coopération du Golfe pour recevoir davantage d'aide américaine, c'était de signer les accords d'Abraham. Autrement dit, c'est une forme de chantage. Le problème, c'est que oui, on peut toujours signer un document, mais si on vous oblige à le faire, ça veut dire que vous le signez avec la main, pas avec la tête et encore moins avec le cœur. Et dans ce cas, ce document n'a aucune valeur. Tout cet aspect du conflit au Moyen-Orient devrait commencer à être compris, à la fois par les Israéliens et par les Américains. Les Américains devraient commencer à dire aux Israéliens que leur survie ne dépend pas de la destruction de tous leurs voisins, mais de la capacité d'Israël à s'intégrer dans la communauté du Moyen-Orient. Et bien sûr, cela suppose qu'Israël renonce à sa politique du fait accompli dans la région, en occupant des territoires, en détruisant des choses, sans jamais en assumer la responsabilité. Donc vous voyez, Israël doit comprendre que cette manière de faire n'est pas viable et qu'elle ne le sera pas à long terme. Et je pense que c'est ce que ça montre, même si je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est sans doute pas le sujet. Mais c'est une des leçons que je retiens de ces funérailles. Quand j'ai vu cette délégation saoudienne venir en Iran, ça montre la capacité à la fois des Saoudiens et des Iraniens à aller au-delà des drones, des missiles, des avions et tout ce qui va avec. À aller un cran plus haut, à poser un geste de paix. Parce que c'est ça, aller au-delà de la politique, aller vers quelque chose de plus profond. Et c'est, je crois, le message qu'on peut garder en tête quand on voit les gens dans la rue, tout ce qui se passe autour pour ces funérailles. Mais pour moi, ce que je retiendrai vraiment de ces funérailles, c'est ce moment précis où l'on voit que toutes les tensions
les tensions régionales, peuvent être mises de côté par des gens qui veulent simplement se parler. by people who want to talk to each other.